Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette tranche d'information sur Pan-African Media. À la une de ce vendredi 9 février 2024, tension diplomatique Rwanda-RDC s'abrouille dans les rues de Kinshasa. Tôt ce matin, de jeunes manifestants sont sortis massivement pour exiger la fermeture des ambassades de la France et de l'Angleterre pour n'avoir pas puni le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles du M23. Crise sociopolitique s'abrouille également au Soudan. Depuis le début du conflit interethnique, plus de 9 millions de personnes devenues sans domicile fixe vivent dans la misère. Une situation qui préoccupe les pays voisins et même les organisations humanitaires internationales. Voilà les principaux titres de cette édition. Le développement dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information en Afrique de l'Ouest. Le retrait de l'AES, donc le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de la communauté économique des États de l'Afrique apparaît comme une pilule difficile à avaler. Ce départ, justement, semble laisser beaucoup de vides qu'il faudra combler dans la sous-région. Plus de détails avec Diane Bena. Depuis le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, c'est la confusion totale au sein de l'organisation ouest-africaine. La CEDEAO se refuse de perdre le fort potentiel en ressources naturelles que représentent les pays de l'AES pour son maître colon de l'Élysée. Le jeudi 8 février 2024, la CEDEAO a déclaré que les États du Sahel se sont empressés de quitter l'organisation ouest-africaine sans respecter ses règles de sortie. Étonnant pour une organisation qui est incapable elle-même de respecter ses propres règles. À cet effet, les ministres de la CEDEAO se sont réunis pour débattre de la division et de la tension politique croissante dans la région. C'est donc au cours de cette réunion ministérielle tenue à Abuja que la CEDEAO a manifesté son refus concernant le départ de l'AES du groupe. Par ailleurs, il n'en demeure pas moins que la CEDEAO a plusieurs fois violé ses textes pour satisfaire la volonté du maître colon, et ceci au détriment de ses pays membres qui sont censés bénéficier de son soutien et de sa protection. Illustration avec la fermeture des frontières et les sanctions inhumaines imposées au Mali, au Burkina Faso et au Niger suite à leur révolution panafricaniste survenue respectivement les 24 mai 2021, 30 septembre 2022 et 26 juillet 2023. Une situation qui a d'ailleurs rapproché davantage ces trois pays ouest-africains et a conduit à la naissance de l'Alliance des États du Sahel, actée avec la signature de la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023. Depuis lors, le Mali, le Burkina Faso et le Niger marchent main dans la main en faisant valoir et respecter leur souveraineté. Engagés dans une bonne collaboration politique, économique et sécuritaire, les pays de l'AES s'affirment au jour le jour sur la scène nationale et internationale. Eh bien, parlant de la fermeture des frontières, le président béninois Patrice Talon a annoncé lors d'une conférence de presse hier jeudi 8 février 2024 de la réouverture des frontières justement entre le Bénin et le Niger. Patrice Talon a fermé ses frontières avec le Niger suite au coup d'État du 26 juillet dernier par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Depuis lors, toutes les activités au port de Cotonou qui concernent le Niger ont été suspendues juste après le double sommet UEMOA-CEDEAO tenu à Abuja consacré à la situation politique du Niger. 6 mois après, le Bénin annonce donc l'ouverture de sa principale frontière avec le peuple nigérien. Les conséquences de cette fermeture ont été énormes, tant pour les opérateurs économiques que pour les populations. Le port autonome de Cotonou, plateforme tournante des opérations à destination du Niger, est desservi au détriment d'un autre port justement de la sous-région vers lequel les autorités nigériennes ont orienté leurs opérations à cause de cette fermeture qui a été un coup dur sur l'économie béninoise.
Actualité, parlons plutôt de la tension frontalière justement. Des manifestants congolais exigent la fermeture des ambassades de France et des États-Unis. Depuis ce matin, du vendredi 9 septembre, un groupe de manifestants est resté devant l'ambassade de France, tandis qu'un autre groupe circule devant l'ambassade britannique pour exprimer leur ras-le-bol vis-à-vis de ces deux puissances occidentales. Ils exigent que ces deux ambassades soient fermées si les deux pays ne peuvent pas sanctionner le Rwanda qui est accusé par le Congo de soutenir le groupe rebelle du M23. Selon les manifestants, les États-Unis et la France sont en complicité avec les génocidaires rwandais et de soutien aux membres du M23. Une situation explosive méritant une attention internationale qui risque de tourner au vinaigre dans ce pays. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation ne fait que s'empirer. Le sud du pays se vide de ses populations qui fuient les affres de guerre, mais surtout les rebelles s'emparent de plus en plus de certaines localités, forçant les habitants à quitter leur territoire d'origine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours dans le siège des conflits, cette fois-ci nous parlons de conflit rwando-congolais. Nous restons justement en RDC. Au plus fort du conflit dans le Hamas orchestré par l'armée israélienne, la situation entre le Rwanda et la RDC semble beaucoup préoccupante selon l'ambassadeur israélien qui a rencontré le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Hier, jeudi 8 février, au nom de son pays, il dit prôner la voie du dialogue pour résoudre les tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, exacerbées par la résurgence du mouvement terroriste M23 qui sévit dans l'est du pays. Plus de précisions, c'est avec Abdoulaye Rahman. L'adage qui dit que l'hôpital se moque de la charité prend tout son sens avec les propos tenus par l'ambassadeur d'Israël en République démocratique du Congo, Shimon Solomon. Il a été reçu en audience le 8 février 2024 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans les échanges, Jérusalem souligne l'importance des négociations pour résoudre ce conflit qui perdure dans l'est de la RDC avec à la clé des exactions catastrophiques des rebelles du M23 dont le Rwanda est accusé de financer. Nous pensons à propos de la paix et nous souhaitons que finalement nous allons résoudre le problème avec la négociation sans effusion de sang, sans la guerre, affirme le diplomate israélien. Une déclaration qui se tient le même jour où le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé toute proposition visant à un cessez-le-feu dans le Hamas, clamant par ailleurs que ses soldats sont proches de la victoire absolue. Les autorités palestiniennes ont même fait des concessions allant dans le sens de la libération progressive des otages et du ravitaillement alimentaire dans le Hamas pendant une grève de 45 jours. Évoquant la nécessité de la paix comme étant la meilleure solution, Shimon Solomon a affirmé « C'est une très mauvaise situation et il y a 2 jours, on en parlait avec insistance. Nous pouvons toujours, autant que l'on peut pour la paix, je souhaite que les deux pays puissent s'asseoir autour d'une table et résoudre les problèmes. » Après sa rencontre avec Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur israélien a mis en avant l'importance de la coopération entre son pays et la RDC. C'est donc une déclaration qui met au devant de la scène des interprétations multiples, surtout lorsque le monde entier découvre réellement le visage d'Israël au regard du conflit qu'il a engagé contre la Palestine depuis plus de 3 mois déjà, faisant plus de 27 morts dans le Hamas et des déplacés à n'en plus finir. Cette main tendue dans la tentative de résolution du conflit entre Kigali et Kinshasa apparaît proprement comme une épée de Damoclès. Serait-ce une certaine manière de demander des partenariats pour l'exploitation des minerais qui, intrinsèquement, sont le nœud de ce grave problème dans la province de l'Est? C'est la véritable question que se posent les observateurs. Évidemment, les combats ont gagné du terrain et depuis le début de cette semaine, au moins 700 personnes sont mortes, même si les chiffres officiels n'ont pas été publiés. Ces affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo ont également causé de nombreux blessés et de nouveaux déplacements de populations fuyant vers Goma, le chef-lieu de la province. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous êtes sur Pan-African Media et c'est Pan-African News. Nous voici en Afrique de l'Est, nous parlons du Soudan. Depuis l'éclatement de la guerre entre les forces militaires et paramilitaires soudanaises en 2023,
Le Soudan enregistre de plus en plus de déplacés internes. À l'heure actuelle, l'on dénombre plus de 9 millions de personnes devenues sans domicile fixe à l'intérieur de leur propre pays. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Le conflit a éclaté en avril 2023 dans la capitale Khartoum et s'est très rapidement développé vers d'autres régions du pays. Aujourd'hui, l'on compte par milliers de personnes qui fuient leur localité d'origine pour être à l'abri des affres de guerre. Une situation humanitaire critique de ce côté du continent qui risque de pousser les populations vers la Libye, la Tunisie et la Méditerranée. Il faut également rappeler que le Soudan ne peut pas compter pour l'instant sur ses voisins, notamment le Tchad, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et l'Éthiopie. Ces pays eux-mêmes ont leur propre fragilité et ne seront pas en mesure d'apporter une aide suffisante aux réfugiés. Par ailleurs, d'après le Médecins sans frontières, le Soudan enregistre également la mortalité infantile la plus élevée parmi les réfugiés. 13 enfants meurent chaque jour de malnutrition sévère dans le camp de Zamzam, dans le nord du Darfour. Les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires internationales ont évacué le nord du Darfour après le début de la guerre en avril et n'ont maintenu qu'une présence limitée. Aujourd'hui, ces réfugiés sont abandonnés à eux-mêmes. Depuis le mai, il n'y a plus de distribution de nourriture du programme alimentaire mondial. Zamzam, un camp de plus de 300 000 personnes formé à l'origine par des personnes fuyant les violences ethniques dans la région en 2003. En Tunisie, le bilan du nombre mort de personnes qui tentent justement chaque jour de rejoindre l'Europe fait froid au dos. Un peu plus de 1300, ce sont les chiffres évoqués par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux lors d'une conférence de presse tenue au siège du syndicat national des journalistes tunisiens. Une réunion qui s'est tenue en marge de la journée mondiale de la lutte contre les morts aux frontières. D'autres précisions, c'est avec Abdoulaye Rahman. Loin d'un film hollywoodien, c'est une réalité plutôt glaçante qui afflige les familles de ce pays de l'Afrique du Nord. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le régime de mort aux frontières, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux s'est réuni au siège du syndicat national des journalistes tunisiens. Prenant la parole, Ramdan Ben Omar, président de cette unité, a donné le bilan. Plus de 1300 Tunisiens ont disparu en tentant de migrer irrégulièrement au cours de l'année 2023. Les statistiques démontrent d'ailleurs que l'on dénombre une augmentation de 26% des tentatives de migration par des mineurs en 2023 par rapport à l'année précédente, avec plus de 4600 mineurs franchissant illégalement les frontières. Dans le cas d'espèce, les femmes ne sont pas en reste, leur taux de migration augmentant de 8% par rapport à 2022. Selon Ben Omar, l'urgence d'une politique nationale de migration respectueuse des droits des migrants devrait être prise en compte. Cela passera sans doute par le dialogue qui demeure une manne pour les autorités sur cette question cruciale. La dernière réunion avec le président tunisien Kais Saied remonte à fin 2022, laissant les familles des disparus dans l'angoisse et le désespoir. Les côtes tunisiennes, à seulement 150 km de l'île italienne de Lampedusa, sont devenues le point de départ de nombreux migrants cherchant refuge en Europe, amplifiant les conséquences des crises économiques et politiques internes ainsi que de conflits armés en Afrique. Face à cette tragédie humaine, les familles des disparus appellent désespérément les autorités à leur fournir des informations sur le sort de leurs proches et à envisager une compensation. En septembre 2023, un rayon d'espoir a émergé avec l'annonce de l'Union européenne octroyant une aide de 127 millions d'euros à la Tunisie pour réduire le flux migratoire irrégulier vers les côtes européennes. Au Madagascar, Amnesty International appelle à la révocation de la loi sur la castration des violeurs, promulgué donc le 24 janvier 2024 par le président malgache André Rajoelina pour sanctionner les criminels reconnus coupables de viol sur mineurs, une loi qui ne plaît pas du tout à l'Amnesty International. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. À quand la fin de l'ingérence de l'Amnesty International dans les affaires intérieures des États en réaction aux modifications du code pénal malgache qui autorise désormais la castration chimique et chirurgicale comme sanction en cas de viol sur mineur? Le directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, Tigere Chaguta, a déclaré que l'application de la castration chimique ou chirurgicale, qui constitue un traitement cruel,
inhumain et dégradant à titre de châtiment contre les personnes reconnues coupables de viol sur mineurs ne résoudra pas ce problème et n'est pas compatible avec les dispositions constitutionnelles malgaches contre la torture et les mauvais traitements, ainsi qu'avec des normes régionales et internationales relatives aux droits humains. Pour Chakouta, les autorités malgaches doivent au contraire privilégier une approche centrée sur les victimes qui leur donne du pouvoir et leur permettent de parler en toute sécurité sans craindre d'être stigmatisés ni de subir des représailles qui amènent les responsables à rendre des comptes et qui introduisent les réformes nécessaires au niveau du système pénal pour que les victimes puissent avoir accès à la justice et à des recours en temps voulu. En rappel, le 24 janvier 2024, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a promulgué de nouvelles modifications du code pénal malgache, dont la castration chimique et chirurgicale pour sanctionner les criminels reconnus coupables de viol sur mineurs. À Madagascar, les cas de viol ne sont pas suffisamment dénoncés et les auteurs repartent bien souvent libres parce que les victimes et leurs familles ont peur de représailles et de la stigmatisation et n'ont pas confiance dans le système judiciaire. La nouvelle loi a été prise donc pour ternir ce fléau qui mine la société à Madagascar une bonne fois pour toutes. Amnesty International demande aux autorités malgaches d'aligner ces modifications sur les formes relatives aux droits humains tout en accordant la priorité au bien-être, aux droits et aux besoins des victimes. Sans transition dont nous voici en sport, parlons du football. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Mauritanie, Amir Abdou, a prolongé son contrat avec les Mourabitoun après une première huitième de finale de l'histoire. Une performance qui donne la possibilité justement à M. Abdou de rester sur le banc de touche pendant 3 ans. D'autres précisions, c'est avec Hervé Sanjo. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le renouvellement du contrat du sélectionneur Hamid Abou a été officialisé jeudi dernier par la Fédération mauritanienne de football. Le technicien franco-comorien a en effet rempli pour 3 ans. La Fédération mauritanienne de football annonce avoir trouvé un accord avec le sélectionneur de l'équipe nationale, M. Hamid Abou, pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Nommé en mars 2022, l'intéressé touchera le plus gros salaire de l'histoire du sélectionneur des Mourabitoun. Cette annonce marque la fin d'un feuilleton ayant tenu en haleine les observateurs du football africain durant plusieurs jours, convoité par plusieurs sélections en quête de renouveau suite à l'élimination précoce à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le natif de Marseille s'était vu prêter la rumeur d'une folle proposition ghanéenne à la hauteur de 45 000 $ mensuels, soit environ 41 700 €, sans oublier l'intérêt de l'Algérie en temps évoqué. L'ancien coach du FC Nouadhibou travaillerait dès lors à hisser plus haut la Mauritanie qu'il a amené en 8e de finale de la CAN 2023 pour la première fois de son histoire. Les hommes avaient en effet décroché leur qualification pour la phase à élimination directe en éliminant l'Algérie dès la phase de groupe sur le score d'un but à 0. Avant cela, il avait fait bonne impression lors du deuxième match malgré la défaite 2-3 contre l'Angola, précédant celle en ouverture face au Burkina Faso, 1 but à 0.